Bonjour les premières G3. Alors, on redémarre la semaine, votre dernière semaine loin de nous, en théorie, puisque vous faites un bref passage la semaine prochaine à l'école, un passage tellement bref qu'on va pas forcément avoir le temps d'avancer beaucoup dans le chapitre, enfin dans le nouveau chapitre, puisque une partie de nos heures de mercredi seront consacrées à donc cette deuxième partie d'évaluation de géographie. Alors je me permets d'avancer dans le nouveau chapitre d'histoire. J'avoue que ça commence à dater et je ne sais plus ce que je vous ai distribué avant de partir, donc je ne sais pas si vous avez le contenu du cours ou pas. Quoi qu'il arrive, je vous enverrai si vous avez eu le mail hein, sur École Direct. Si vous m'écoutez, c'est que vous l'avez eu. Donc je joins aussi à ce mail la première partie du chapitre que je vais vous mettre en format Word. Comme ça, vous pourrez éventuellement le compléter directement sur le fichier que je vous envoie. Je vous donnerai la suite en papier la semaine prochaine. Si d'ailleurs quelqu'un pouvait m'écrire à un moment donné pour me dire oui, on l'a le chapitre déjà en papier ou non, on ne l'a pas, ça serait gentil, ça m'éviterait de faire des photocopies éventuellement inutiles. Alors, on poursuit notre remontée dans le temps en histoire et on rapproche petit à petit de la Première Guerre mondiale, qui est la borne de fin de notre programme d'histoire, où on va donc étudier à la fois, dans un premier temps, dans ce chapitre, les aspects économiques et sociaux, pour ensuite, dans un autre chapitre, dans le chapitre suivant, ce sont des chapitres assez courts, voir un petit peu comment la France met en place cette troisième république qui l'emmène donc à la Première Guerre mondiale. Donc ici, chapitre donc toujours dans cette Europe du 19e siècle, on va voir comment l'industrialisation va impacter la société française. Alors, donc dans cette deuxième partie du 19e siècle, hein, vous voyez entre 1848 et 1870, des transformations économiques et sociales majeures affectent la France. Alors, on va parler, je vais y revenir hein, dans quelques instants, on parle beaucoup de révolution française, vous voyez, lapsus, révolution industrielle. De plus en plus, on atténue un petit peu ce concept de révolution industrielle. On a l'impression que euh, la révolution hein, amène à une notion assez violente, hein, assez soudaine. On a l'impression que là, en parlant de révolution industrielle, bah, il n'y avait pas d'usine et le lendemain matin, on se réveille et il y a plein d'usines. Alors c'est un phénomène, notamment en France, qui se fait de manière assez lente. Il faut savoir qu'en Angleterre, la révolution industrielle a démarré déjà avant 1800. Hein. Dans les dernières années du XVIIIe siècle, la révolution industrielle était en marche. Donc c'était un phénomène qui était déjà bien installé en Angleterre, voire aussi un peu en Allemagne. La France, ça arrive un peu plus tardivement et un peu plus lentement. D'où on parle aussi maintenant de plus en plus d'industrialisation qui induit quelque chose qui se fait davantage sur la longueur que de révolution industrielle laisse sous-entendre que ça s'est fait vraiment soudainement. Alors, voilà, hein, c'est pour ça que pendant cette période, la France connaît un phénomène d'industrialisation. On dira les deux, hein, révolution industrielle, industrialisation, c'est pas à votre niveau, on ne peut pas considérer que ça soit une erreur de parler de révolution industrielle. Le débat sur l'industrialisation et la révolution industrielle se fait voilà, chez les têtes pensantes des éminents historiens dans des colloques à Berlin ou à Londres. Mais voilà, pour vous voir un peu comme moi, on n'en est pas à ce niveau-là. Donc, ce phénomène d'industrialisation, c'est un peu, voilà, c'est un terme qui parle du moment où on passe tout petit à petit d'une société qui était essentiellement rurale et agricole à une société qui va devenir plutôt urbaine et industrielle. Alors forcément, ça va générer des
changements dans le domaine économique et ça va impacter, on va voir favorablement dans un premier temps le monde rural, mais très négativement par la suite. Et puis ça va voilà, faire apparaître ou développer, transformer les nouveaux cadres de vie que vont être les villes. Et ça ne va pas être sans impacter aussi l'organisation du territoire par le développement de moyens de communication pour faire circuler les produits, mais aussi le rôle de l'État dans l'économie, alors qu'il ne s'y investissait pour ainsi dire pas avant. Là, il va devenir un acteur important. Et puis aussi ces bouleversements sociaux parce que la population pauvre qui était éclatée partout sur le territoire va petit à petit se concentrer dans les villes et devenir le monde ouvrier. Et ces ouvriers qui petit à petit vont prendre conscience que tout seuls ils ne représentent rien, mais qu'en étant concentrés à un même endroit, ils vont prendre conscience que ensemble, c'est eux qui font tourner l'usine et qu'ils ont donc un moyen de pression sur le patron, qui lui a certes l'argent, mais ce n'est pas lui qui fait tourner l'usine au quotidien. Et donc on va avoir petit à petit des changements dans les rapports de force entre la bourgeoisie riche et le monde ouvrier, qui est pauvre et qui est peu influent, je vous dis, individuellement, mais qui va prendre conscience que voilà, ils sont nombreux et que voilà, l'union fait un peu la force. Alors voilà, on va voir comment cette révolution industrielle, cette industrialisation va plutôt bouleverser la France traditionnelle qui avait finalement pas beaucoup évolué depuis la Révolution française. Alors, quelques mots d'abord pour expliquer comment arrive cette industrialisation, et puis après, on verra quelles conséquences ça a. Alors, l'industrialisation accélère les transformations économiques, et donc on va voir comment ce phénomène d'industrialisation apparaît. Alors, vous n'êtes pas sans le savoir, je ne vais pas trop développer là-dessus, vous le lirez tranquillement. Voilà, il y a plusieurs révolutions industrielles, plusieurs phases d'industrialisation. La première, c'est le charbon, qui va permettre le développement d'une nouvelle forme d'énergie, la vapeur, qui va permettre donc de mettre en place de la mécanisation. Cette vapeur va donner une source d'énergie puissante qui va faire tourner des machines qui ne pouvaient pas fonctionner avant puisqu'il n'y avait pas d'énergie suffisamment puissante. La force animale, qui était l'unique force jusqu'à présent, plus ou moins, n'était pas bien sûr suffisamment puissante pour faire tourner des machines. La vapeur peut le faire. Donc, voilà, vous lirez le texte où on vous explique que d'un seul coup, donc la houille, qui est en fait la partie combustible du charbon, parce que le charbon, il y a plein de choses dedans, il y a des scories, des bouts de cailloux, etc. Donc il faut d'abord essayer de voilà, dégager un petit peu, enlever les scories, tout ce qui ne brûle pas, et de garder uniquement cette houille qui va véritablement être le combustible qui va donner de l'énergie. Donc on vous explique un petit peu que ça devient très rapidement quelque chose de très très important. Et puis on voit ici, pour résumer, en fait que la consommation de houille, vous voyez, elle augmente considérablement. On n'est pas à la verticale, mais pas loin. Et puis la production, elle augmente aussi considérablement, et vous voyez qu'elle a même du mal à suivre, puisque la consommation est plus importante, ce qui sous-entend qu'on va devoir importer aussi du charbon. Et puis, on voit ici le développement aussi de la construction de machines à vapeur, à la fois terrestres et puis les bateaux. Et on voit aussi que voilà, ces nouvelles formes de transport vont devenir d'un seul coup très très importants. Il n'y avait rien et on voit que assez rapidement ça va devenir des moyens de communication majeurs. On voit ici une illustration qui montre à la fois ce mélange dans cette première phase de révolution industrielle de travail humain, où on devine ici plein de personnes en train arc-boutées là sur des grandes barres de fer, puisqu'ici on est dans une forge, donc on fait du métal.
on en voit ici aussi, hein, et puis on voit aussi la présence de machines, hein. Alors on voit, c'est très rougeoyant, hein, donc on est dans un hangar, vous voyez, donc euh, on a bien l'exemple ici de c'est terminé, ces petits travaux individuels qu'on fait chacun de son côté. On crée de gigantesques hangars dans lesquels on met des machines, on fait venir des ouvriers dans lesquels ils travaillent sur les machines. C'est très rougeoyant, on peut imaginer qu'il fait très chaud, hein, puisqu'on est en train de faire fondre, hein, du métal pour en faire manifestement des barres de fer, hein, des barres d'acier. Donc il fait très chaud, ça doit être très bruyant, hein, puisqu'on a un marteau pilon, donc ça écrase, hein, ça moule le fer ou l'acier en fusion. Donc ça doit être très dangereux aussi. Là, vous ne le voyez pas trop, mais on le devine, ces gens-là qui sont près du feu, hein, ont une espèce de vêtements qui les protègent un peu, hein, de la chaleur. Mais voilà, c'est très difficile, c'est très bruyant, c'est très chaud, c'est très dangereux. Et donc, ce sont des métiers qui sont très très difficiles. Alors ça crée du travail, c'est indéniable, mais le travail, il est très dur. Il est d'autant plus dur que vous avez ici un extrait de règlement intérieur, hein, et vous qui vous plaignez de vos conditions de vie à Anchin, hein, voilà, hein, on vous dit ici que la journée commence à 5h30 du matin, elle se termine à 7h du soir, donc les ouvriers sont à l'usine de 5h30 du matin à 7h du soir. On explique ici que quiconque, hein, troublera le bon ordre, parce que vous imaginez, ici, il ne faut pas qu'il manque la moitié des ouvriers un matin, hein. Donc la présence des ouvriers est très importante. Et donc on dit que voilà, tous ceux qui sont absents sans excuse ou refusent d'obéir à un ordre seront sanctionnés, notamment financièrement, qu'il est interdit de parler pendant les heures de travail, hein, et que tous ceux qui seraient absents le lundi, hein, ou le lendemain d'une fête, hein, donc c'est pas anodin ça, hein, c'est-à-dire qu'on peut imaginer que les conditions de vie étant terribles, les jours fériés, hein, les jours chômés, parce qu'on accepte maintenant de ne plus travailler le dimanche, et les jours de fête, hein, euh, les ouvriers se lâchent un peu, quoi, hein. C'est un moment où ils peuvent se reposer, où ils peuvent penser à autre chose, et ils font la fête, et généralement bah, ça picole, et des fois le lendemain ils ne sont pas vraiment en état d'aller travailler. Donc là on prévient, hein, si jamais il y a des absences le lendemain de fête ou le lundi matin, parce qu'il y a eu de l'abus le dimanche ou le jour férié, voilà, ça sera aussi sanctionné. Donc on est voilà, dans quelque chose d'assez ambigu parce qu'il y a une nouvelle énergie ici, hein, une nouvelle dynamique qui va générer de l'emploi. On le voit ici, hein, il y a des besoins de construction, mais en même temps, voilà, mais s'il y a du travail, c'est sûr, il est très difficile. Et les règlements qui sont mis en place sont aussi très durs avec les ouvriers. Donc la France débute son industrialisation dans les années 1840. Cette expression désigne donc le nouveau mode de production lié à l'emploi de machines et la production en série dans les usines. Même si l'eau et le bois restent longtemps des sources d'énergie encore très utilisées, le développement de mines de charbon, l'essor, donc le développement, hein, de la production de la houille, hein, donc le charbon, la partie combustible, hein, de ce qu'on remonte dessous la terre, hein, permettent l'implantation massive de machines à vapeur, comme c'est le cas notamment dans les usines Schneider du Creusot, puisque ici on vous montre, hein, une forge de l'usine Schneider au Creusot, on en reparlera un peu plus tard. Alors je reviens 2 secondes sur, on parlait de machines à vapeur là, euh, je reviens sur mon illustration d'introduction dont j'ai même pas parlé et dont on reparlera dans le, le chapitre annexe, hein, que je vous ai donné, ça je crois que je me souviens avant les vacances, sur l'art, hein, notamment l'art pendant cette période, l'évolution de l'art pendant cette période de révolution industrielle, hein, ce qui va être l'impressionnisme. Vous voyez ici, on a une peinture de l'époque, hein, ce qu'on appelle l'impressionnisme. Vous voyez, on a l'impression que tout est flou, mais en même temps on reconnaît tout, hein. On voit bien ici le toit d'une gare, on voit bien ici les bâtiments de la gare, on voit clairement ici des locomotives, hein, des gens qui attendent sur les quais, on voit des immeubles parisiens là derrière.
et puis le ciel se mélange un peu hein, avec les nuages et la fumée que crachent les machines. Et donc tout ça, ça donne une impression, hein, donc, d'où le terme de ce mouvement impressionnisme. Hein. Rien n'est très clair, on ne voit rien de très précis, hein, on est incapable de discerner les visages des gens. Les machines sont même, vous voyez, un peu floues, hein. Mais voilà, pour autant, on saisit bien l'ambiance de ce qui est représenté, et on reconnaît bien finalement et le lieu et ce que le peintre a voulu représenter, tout en ne faisant rien de précis, en travaillant par petites touches, hein. Ce qui fait que quand on regarde de très près, c'est très très flou, et quand on regarde plus on s'éloigne, plus on voit les choses finalement apparaître. Donc on reviendra là-dessus très prochainement. Mais voilà un tableau qui montre bien un peu ce qu'est l'ambiance à Paris au moment de la pleine effervescence de l'industrialisation. Voilà, ça c'est fait. Donc, les usines se multiplient dans le nord et dans l'est du pays, parce que c'est là où on trouve les mines de charbon, hein, et donc de houille. Le travail à domicile décline. Alors, voilà pourquoi, hein, je vais essayer de vous la faire très très brève, et puis on y reviendra comme sur un autre point que je vais vous faire très bref, mais sur lequel on reviendra quand on pourra discuter ensemble jeudi, parce que vous avez vu, je vous ai planifié aussi une petite séance de mise au point là-dessus jeudi. C'est pour ça qu'on parle d'industrialisation et pas de révolution industrielle. Il y a eu une phase, on va dire, intermédiaire avant de voir toutes ces usines dans les villes. Il y a eu une première phase de transition qui a été en fait qu'on a mis, alors pas forcément des usines, mais des ateliers dans les campagnes. Et notamment, la première vague, ça a été surtout le textile. C'est-à-dire que les paysans avaient du mal à vivre hein, et qu'ils n'étaient pas à l'abri d'accidents climatiques, sécheresse, trop de pluie. Et donc, la vie des paysans était assez aléatoire, quoi. Et donc, petit à petit est arrivée l'idée de pouvoir avoir un deuxième revenu. Or, ben, pour les femmes, le travail des champs était quand même très très dur, hein. Parce que bah, tout le monde n'avait pas forcément des animaux, hein, et la force animale, hein, elle était vraiment, on la trouvait que chez les paysans les plus riches, hein, et que bah, quand il fallait voilà, retourner la terre, hein, et bah, ça se faisait pour la plupart des paysans à la main, et donc c'était assez difficile pour les femmes. Et donc, petit à petit, a germé l'idée de finalement faire travailler des femmes, mais dans la campagne, hein, mais pas forcément dans les travaux des champs. Et certains investisseurs ont décidé donc du coup d'amener dans les fermes des métiers à tisser. Sur lesquels donc les femmes de paysans travaillaient. Donc en fait, elles louaient un métier à tisser, hein, donc on leur prêtait un métier à tisser, on leur apportait de la laine, et puis donc ils fabriquaient des pièces de tissu, et puis un certain nombre de jours, hein, il y a une personne qui venait chercher les pièces de tissu et qui les ramenait en ville pour ensuite les assembler, hein, les donner à des couturières qui allaient en faire des vêtements ou je ne sais quoi. Donc ça a été un petit peu cette phase de transition, c'est-à-dire qu'on a disséminé des ateliers de fabrication de pièces de tissu dans les campagnes où les femmes donc travaillaient sur ces métiers, et ça leur faisait un petit complément, ça faisait tout au moins à la famille un petit complément de salaire. Donc ça a été la première phase en quelque sorte d'une ébauche d'industrialisation. Et puis petit à petit, bah, avec l'apparition de la maîtrise de l'énergie du charbon, etc., on a trouvé que c'était de la perte de temps et de la perte d'argent, hein, du coup, d'aller circuler dans les campagnes pour aller déposer des métiers à tisser ou d'aller redonner de la laine ou d'aller rechercher des pièces de tissu. On a dit, mais pourquoi on ne mettrait pas tout au même endroit, hein, tous ces métiers à tisser? Et on a commencé à créer donc des grands hangars sur lesquels on a concentré tous les métiers à tisser, et on a dit aux gens, bah, maintenant on va faire l'inverse. Si vous voulez venir travailler,
et ben, vous allez venir en ville pour travailler dans ces métiers à tisser. Ce qui a correspondu au moment où petit à petit l'industrie, les progrès techniques ont permis de mécaniser un petit peu la campagne, ce qui fait que les machines ont commencé à remplacer un peu le travail, certains travaux des hommes qui voilà, ont perdu leur emploi dans les champs, hein, et du coup ben, sont venus avec femmes et enfants dans les villes, les hommes pour essayer de trouver un travail d'ouvrier dans les usines et les femmes pour travailler sur leur métier à tisser dans des hangars où on avait concentré toutes les machines, tous les métiers à tisser. Donc voilà un peu cette phase intermédiaire. L'industrie est d'abord venue dans les campagnes, hein, pour faire travailler les femmes, et ensuite, voilà, quand l'industrialisation s'est développée davantage, on a décidé de tout concentrer dans les villes, donc tout le monde est arrivé, ce qui a généré donc ce mouvement d'exode rural dont on parle si souvent. Donc les usines se multiplient dans le nord et l'est du pays, le travail à domicile décline, le salariat, donc rémunération du travail par le versement d'un salaire, donc là, en fait, les gens ont un salaire fixe, hein, et la mécanisation, donc on remplace le travail humain par des machines, petit à petit se développe et s'impose, hein, et les travailleurs, hein, on l'a vu sur la peinture que je vous ai présentée il y a quelques minutes, hein, les travailleurs sont désormais soumis au rythme des machines, à une discipline qui est très stricte, hein, imposée par les ateliers, les règlements, les contremaîtres, hein, comme on a pu le voir avec donc, le document que je vous ai lu en diagonale. Donc petit à petit, la mécanisation se développe dans les usines, hein, le textile, et notamment le coton, hein, est à la pointe du mouvement de la mécanisation, c'est exactement ce que je vous ai expliqué, hein, les métiers à tisser concentrés dans les hangars. Petit à petit, ces métiers à tisser vont fonctionner aussi grâce à la vapeur, hein, qui vont faire tourner les rouages du métier pour voilà, aller plus vite, hein, dans la fabrication de pièces de tissu. Et puis aussi, bien sûr, dans la métallurgie, la sidérurgie, hein, et on va en reparler dans quelques minutes. Vous avez comme ça quelques grandes entreprises liées à des personnalités assez fortes, hein, la famille de Wendel, la famille Schneider, qui, voilà, en Lorraine ou voilà, dans le centre de la France, se développent et créent de gigantesques empires, les premiers empires industriels pour la France. Alors, l'État, hein, je vous disais tout à l'heure en introduction, l'État, il n'a pas au départ, enfin, jusqu'à présent, il s'occupait assez peu de l'économie, il s'occupait plus des guerres, hein, va mettre son nez dans les affaires économiques, et c'est surtout le cas de Napoléon III, qui a bien compris que voilà, il y avait d'autres manières d'imposer sa puissance aux autres pays, hein, notamment européens, c'est de devenir aussi une puissance économique et donc une puissance moderne et donc industrielle. Et donc l'État va œuvrer à moderniser la France pour essayer d'en faire une puissance économique crainte et respectée. Alors, vous avez ici un document qui voilà, jette un peu les bases, hein, de ce que je viens de vous dire, hein, où vous avez Napoléon III qui a bien compris, hein, c'est expliqué dans le courrier, que si on veut dynamiser l'économie du pays, il faut que voilà, on facilite la production industrielle. Et si on veut faciliter la production industrielle, il faut que les produits circulent le plus facilement possible. Et pour qu'ils circulent le plus facilement possible, eh ben, il faut limiter les taxes. Parce qu'à chaque fois qu'il y a des taxes, quand on change de région ou quand on change de pays, on met des taxes et donc le prix du matériel, des matériaux, il augmente. Et donc ça devient tellement cher qu'après, ben, du coup, il n'y a plus personne qui les achète. Donc il faut absolument baisser les taxes, hein, sur les produits et sur les échanges de produits pour voilà, permettre voilà, que les produits circulent plus facilement, qui soient donc vendus plus facilement. Et s'ils sont vendus plus facilement, du coup, on en produit davantage, ce qui génère du travail et donc de la richesse.
Et puis, deuxième objectif que vous lirez aussi dans le texte, c'est de dire que voilà, si les produits circulent plus facilement, il y aura en France plus de produits anglais, par exemple, il y aura en Angleterre plus de produits français, il va y avoir des comparaisons, il va y avoir de la concurrence, et cette concurrence, c'est plutôt une bonne chose parce qu'elle va plutôt inciter les entreprises à faire des produits de plus en plus, de plus en plus de qualité, hein, essayer de faire des produits soit de meilleure qualité que les autres, soit moins chers que les autres, mais ça va créer une émulation, une concurrence sur lequel forcément les gens vont s'y retrouver parce que soit ils vont acheter des produits de meilleure qualité, soit ils vont acheter des produits moins chers. Donc c'est une façon aussi de dynamiser l'économie. Vous l'avez compris, j'imagine, c'est ce qu'on appelle de manière plus générale le libéralisme, hein, la liberté économique. Il faut que les produits puissent circuler pour favoriser la concurrence étant favorable aux clients. C'est pas tout à fait vrai, mais en tout cas la base, elle est là. Et on voit ici, voilà, hein, une illustration qui montre que bah, voilà, l'Angleterre et la France vont signer des accords. Alors là, par contre, c'est peut-être pas très adroit parce que là, la France s'attaque à gros tout de suite, hein. Elle attaque, elle signe des accords commerciaux avec l'Angleterre, qui à cette époque-là est la première puissance industrielle mondiale, qui est le premier empire colonial mondial. Donc il y a des ressources à foison, qui est en avance sur les autres pays en termes d'innovation technologique. Et donc, forcément, le rapport des échanges entre la France et l'Angleterre sur les produits industriels ne va pas forcément se faire à l'avantage des Français. Autre manière aussi de promouvoir la France, hein, et de montrer que c'est un pays moderne et dynamique, hein, c'est d'accueillir des grandes manifestations internationales. À cette époque-là, il n'y avait pas les Jeux Olympiques, hein, mais il y avait en tout cas les expositions universelles, où donc tous les pays du monde entier, c'est un peu comme, comment vous dire, c'est le salon de l'agriculture XXL, quoi, hein, au lieu d'avoir des fermes qui viennent présenter leurs produits, là c'est les pays qui viennent présenter leurs pays. Donc il y a des stands, hein, à la fois en intérieur, en extérieur, des pavillons, enfin, on appelle des pavillons qui voilà, vantent la beauté du pays, la modernité du pays. Donc c'est des vitrines en quelque sorte, hein, du savoir-faire de chaque pays qui accepte de venir être présent à cette gigantesque foire internationale, hein. Et donc la France, à cette époque-là, va accueillir plusieurs fois cette exposition universelle, ce qui montre bien qu'on fait confiance à la France pour organiser un événement vraiment de taille mondiale, et ça veut dire aussi qu'on reconnaît en la France un pays qui voilà, est en plein dynamisme. D'où, souvenez-vous, hein, aussi la volonté de transformer Paris, hein, pour en faire une ville, la plus belle ville du monde, et qui va accueillir ces expositions universelles. Donc Napoléon III favorise la modernisation de l'économie. Cette politique favorable aux activités s'explique par la conviction que Napoléon III, par la conviction, hein, de Napoléon III de l'avènement, hein, donc de l'arrivée en pouvoir en quelque sorte, hein, d'une société industrielle où les forces productives du pays. J'ai fait une faute de frappe, j'ai mis deux fois une ici, hein, vous l'enlèverez. Bah, je vais l'enlever sur votre poly tout de suite avant que, comme ça vous ne l'aurez pas tout à l'heure, mais voilà, je me suis un peu emballé. Donc, auront une place politique importante. Par conséquent, l'État développe le réseau ferroviaire. Sa longueur a été multipliée par 5, hein, en 20 ans, c'est énorme, hein, et met en place une législation favorable aux entreprises, hein. Et ça, je reviendrai dessus tout à l'heure, peut-être, et puis sinon, lors de la visio, parce que c'est un petit peu plus compliqué à expliquer comme ça, la création de ces sociétés anonymes. Voilà, voilà. Donc, alors le train, c'est assez rigolo, hein, parce que quand le train s'est mis en place, il y a eu euh, des plaintes, hein, notamment des scientifiques de l'époque qui trouvaient que c'était un moyen de transport très très dangereux, hein. Les premiers trains, hein, roulent à 25-30 à l'heure, hein. Mais on n'avait pas l'habitude de circuler à ces vitesses-là, hein. Et vous avez eu des pétitions de médecins à l'époque où les premières lignes de train se sont mises en place en France, des pétitions de médecins qui voilà, disaient que c'était
très très dangereux de prendre le train, c'était très dangereux pour la santé. Parce que à ces vitesses-là, hein, donc je vous dis 25-35 km/h, hein, le paysage défilait très vite, hein, et donc les gens qui regardaient le paysage voyaient des trucs défiler devant leurs yeux, et ça créait du coup le chaos dans le cerveau, parce que jamais le cerveau n'avait reçu autant d'informations comme ça d'un seul coup, et ça pouvait donc faire exploser le cerveau ou faire exploser les yeux, quoi. C'était très très dangereux. Alors bon, ça bien sûr c'est vite tombé à l'eau, hein, mais par contre l'autre danger qui avait été mis en évidence et qui était peut-être un peu moins idiot en quelque sorte, hein, c'était les vibrations, hein, du train sur les rails, qui voilà, créaient des secousses, et que donc sur du long terme, subir des secousses n'était pas forcément très bon pour les colonnes vertébrales. Bon. Voilà, enfin, en tout cas, personne n'a eu de cerveau Dieu explosé dans les trains. Il y en a peut-être eu qui ont eu mal au dos, mais pour le reste, il n'y a pas eu trop de problèmes. Donc l'État, il met en place des moyens de communication, hein, de plus en plus modernes et efficaces. Il favorise la création d'entreprises, et puis donc il pousse aussi, hein, à faire des produits de plus en plus nombreux et de plus en plus innovants, hein. Donc les innovations, en fait, c'est pas tout à fait une invention. L'invention, c'est quelque chose vraiment de très de nouveau. L'innovation, c'est l'amélioration du produit, hein. Donc l'invention, c'est... Ah, alors attendez, je fais une petite pause. Ouais, excusez-moi, c'est le problème quand on fait cours chez soi, on est des fois dérangé. Donc l'innovation, c'est une amélioration d'un produit qui a été complètement novateur, hein. Je veux dire, les premiers smartphones, hein, c'était une invention, hein. Le fait d'avoir un téléphone sur soi où on pouvait envoyer des textos, prendre des photos, etc., ça c'est l'invention. Les iPhones ou les Samsung qui ont suivi derrière, chaque numéro tous les ans, voilà, ce ne sont plus des inventions, ce sont des innovations. C'est-à-dire c'est une amélioration du produit de base, hein. L'idée est toujours la même, hein, il n'y a pas eu de changement dans le principe. Par contre, la qualité augmente, la performance augmente, ça c'est de l'innovation. Et donc, on fait le point sur toutes les inventions, ces innovations, dans les expositions universelles que Paris donc accueille régulièrement. Voilà. Et puis, comme je vous le disais tout au début, hein, l'État encourage aussi les échanges, hein, et donc c'est ce qu'on appelle le libéralisme, hein, la liberté, hein, de circulation. On baisse les droits de douane pour favoriser les échanges, hein, et c'est un moyen pour Napoléon donc de moderniser l'économie. Et donc on signe un traité aussi donc de libre-échange avec l'Angleterre, qui voilà, permet donc du coup de baisser les taxes douanières, donc du coup de baisser les prix, et donc de faire des échanges beaucoup plus facilement. Et puis, on arrive au troisième point, hein, il y a l'État, enfin il y a les inventions, il y a l'État, et puis il y a les gens, hein, qui jouent le jeu euh, de cette révolution industrielle. Mais je vois que bon, enfin, on est déjà à 35 minutes, donc je vais arrêter là. Je reviendrai, je referai une petite vidéo peut-être un peu plus tard sur ce troisième point, où je pourrais peut-être préciser davantage, enfin vous expliquer un peu plus tranquillement ce que c'est que les sociétés anonymes, puisque je vais en parler là. Mais là, si je rajoute ça maintenant, ça va nous emmener loin. Donc, bah, j'arrête là. Je referai une petite séquence peut-être avant jeudi pour, pour faire le point là-dessus de vive voix avec vous jeudi. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.